Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de compilation de mes TikTok que j'ai trouvé les plus intéressants à vous partager sur YouTube. TikTok oblige, les vidéos seront en format vertical, j'ai pas vraiment le choix, je m'en excuse par avance, mais ça n'empêche pas que le contenu peut être intéressant. Pour ce qui est du contenu, on va parler de la différence entre les processeurs dits grand public comme les Ryzen ou les i7 et les processeurs plutôt destinés à des usages professionnels tels que les Xeon du côté d'Intel ou encore les EPYC du côté d'AMD qui étaient anciennement Opteron. D'ailleurs dans ce passage je dis que c'est des processeurs qui coûtent plutôt cher, quand je dis ça c'est les processeurs neufs. En reconditionné, je sais que ça coûte pas très cher, notamment sur AliExpress. Et je vais aussi vous parler de la première carte graphique sous DirectX 11, c'est celle-ci. Pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse découvrir ça tout à l'heure. Et surtout, le plus gros apport de DirectX 11, à savoir la Teslation. Bref, ça suffira pour cette introduction. On passe maintenant à la verticale. J'en suis désolé encore une fois, mais vous allez voir, c'est super intéressant quand même. On va parler des processeurs dédiés aux professionnels tels que ceux Xeon ou encore les Opteron et voir en quoi ils sont si différents des processeurs tels que ce i5 finalement, qui est tout petit d'ailleurs à côté. Allez, on en parle de suite. La première différence avec les processeurs plus classiques, c'est que ce genre de processeur a généralement beaucoup plus de cœurs et de threads que les processeurs tels que les i5 ou les Ryzen 5, Ryzen 9, bref, vous avez compris. L'intérêt, c'est que au détriment d'une fréquence élevée, généralement on a des fréquences assez basses, et on a des processeurs qui sont capables de faire énormément d'actions en même temps. Par exemple, ce Xeon, personnellement, je l'utilisais pour faire du montage vidéo. En soi, pour mon programme de montage, c'était pas très important d'avoir beaucoup de cœurs, mais par contre, j'avais énormément d'applications qui tournaient derrière. J'avais un programme de retouche audio, j'avais un programme pour enregistrer mes voix off, j'avais aussi un deuxième programme de montage qui tournait derrière, qui me permettait d'ajouter des effets que je pouvais pas faire sur le premier. Et dans mon cas, ce genre de processeur, eh bien, c'est très pratique. Mais à la limite, cet avantage d'avoir de nombreux cœurs, par exemple, pour du montage vidéo, ça s'estompe un petit peu parce que les processeurs grand public, ils ont beaucoup de cœurs et beaucoup de threads. Par exemple, le i9 12900K, il a 24 threads, c'est énorme. Eh bien, le deuxième avantage de ce genre de processeur, c'est leur gestion assez particulière de la mémoire. Je pense que sur les processeurs classiques, vous connaissez le dual channel qui permet de gérer 2 barrettes mémoire en augmentant la bande passante par rapport au single channel. Eh bien, ce genre de processeur est au minimum compatible pour du quad channel et ça augmente énormément la bande passante pour la mémoire. Et ça, encore une fois, c'est très utile pour du multitâche. Mais c'est pas tout, ce genre de processeur est aussi compatible avec de nombreux ranks mémoire, ce qui n'est pas forcément le cas avec les processeurs grand public qui se limitent généralement à 4 ranks mémoire qui sont gérés. Et encore un point, généralement, ils sont compatibles pour ce genre de mémoire. Il s'agit de la mémoire ECC, de la mémoire à correction d'erreurs. Je vais pas m'étaler dessus, mais c'est de la mémoire qui permet d'avoir un PC qui est plus stable, qui plante moins et qui est donc plus fiable. Mais aussi, et surtout d'ailleurs, c'est de la mémoire qui évite d'avoir de la corruption de données sur ce qui est stocké sur la mémoire. Un exemple d'utilité pour cette mémoire qui est souvent citée, c'est le milieu bancaire. Bien évidemment, ça serait pas terrible si on avait une erreur qui se glissait au moment d'un transfert d'argent. Un autre avantage, regardez cette image là-haut, il s'agit d'un serveur avec 2 processeurs AMD EPYC. En fin de compte, ce genre de processeurs, on peut les faire travailler à plusieurs. Tout ça fait que c'est des processeurs qui sont très efficaces pour des utilisations particulières, par exemple les serveurs ou des PC workstation, comme je l'ai fait avec celui-ci. Mais pour une utilisation personnelle, ce genre de processeur n'a que peu d'intérêt. Si vous faites pas du multitâche par exemple, ça sert à rien d'avoir ce genre de processeur. Déjà parce que le processeur en lui-même, ça coûte une fortune, il y en a, ils valent plusieurs milliers d'euros. Pareil pour les cartes mères qui vont avec, généralement c'est des sockets très particuliers, ici un socket 2011, et c'est des cartes mères généralement qui coûtent assez cher elles aussi. Surtout dans une utilisation plutôt classique telle que bureautique, multimédia ou jeux vidéo, c'est des processeurs qui sont assez mauvais là-dedans, donc ça sert à rien de dépenser des fortunes dans ces processeurs-là, étant donné qu'ils sont pas terribles pour ça. La toute première carte graphique sous DirectX 11, et c'était il y a déjà 13 ans. Ça me rajeunit pas. Vous l'avez compris, on va parler de la Radeon HD 5870, ici une version VaporX de Saphir. C'est une carte graphique proposée par AMD qui est sortie en 2009, elle a donc 13 ans à l'heure actuelle. Elle embarque un GPU RV870 sous la microarchitecture Cypress. Le tout cadencé à 850 MHz, mais je me rappelle qu'elle avait fait son petit effet parce qu'avec un petit peu d'overclocking, on pouvait facilement passer les 1 GHz. Le tout accompagné par 1 Go de GDDR5 cadencé à 2400 MHz. Ces cartes-là, à leur sortie, avaient confirmé le retour en force d'ATI AMD sur les cartes graphiques. C'est des cartes qui ont littéralement coupé l'herbe sous le pied d'NVIDIA étant donné qu'elles sont sorties avec énormément d'avance sur DirectX 11. À sa sortie et pendant plus de 6 mois, sa principale concurrente c'était la GTX 285.
Sauf qu'en réalité, la GTX 285 avait une génération de retard. Regardez ces tests-là, ça fait que cette carte-là ne pouvait pas lutter par rapport aux performances de la HD 5870. Et oui, parce que la GTX 285, c'est une carte qui était compatible uniquement pour DirectX 10. Sa vraie concurrente, c'est celle-ci, la GTX 480, mais qui a été sortie à la va-vite par Nvidia et surtout 6 mois plus tard. Ce qui veut dire que pendant une demi-génération, finalement, AMD a pu proposer des performances de très haute volée sans avoir réellement de concurrence. Et oui, car comme je l'avais dit, AMD a surpris tout le monde en sortant ses cartes et surtout Nvidia qui a mis beaucoup de temps à répondre. Et le pire dans tout ça, c'est que ces cartes graphiques étaient très bon marché. Elles étaient vendues 350 € à leur sortie. On peut dire que ça change, hein. Le plus haut de gamme mono GPU était vendu 3 à 4 fois moins cher que le plus haut de gamme mono GPU actuel. Et surtout, venez pas me parler d'inflation parce que 4 fois plus cher en à peine plus de 10 ans, ce n'est pas de l'inflation, c'est une explosion des prix. Au niveau des nouvelles technologies, il s'agit de la toute première carte qui nous a proposé de la Teslation. Donc venez pas me parler du RTX qui techniquement à l'heure actuelle a 3 générations. Pareil pour le DLSS. Bref, c'était mon petit message pour tous ceux qui me disent oui, 1200 € pour une carte graphique aussi performante, ça me choque pas. Et ben moi, ça me choque énormément en tout cas. Bref, revenons à la HD 5870. On peut donc dire qu'AMD a fait très fort avec ses cartes HD 5000, des prix très concurrentiels, des très bonnes performances et surtout les premiers sur DirectX 11, ce qui fait qu'on a eu des cartes qui étaient très populaires. Malgré tout, ces cartes-là avaient quand même un gros défaut, c'est leur manque de VRAM. Un seul giga de GDDR5, c'était trop peu, il aurait mieux fallu avoir 2 gigas. Et d'ailleurs, Saphir avait sorti une version toxique de cette VaporX avec 2 gigas justement. En tout cas, pour conclure sur ces HD 5870, c'était vraiment 2 très bonnes cartes et qui ont marqué leur époque. On va parler d'une avancée majeure qui a débarqué avec cette HD 5870, c'est ce qui nous a permis de passer de ça à ça dans les jeux vidéo. Il s'agit de la Teslation et on en parle tout de suite. Je précise, bien que ce soit une Radeon qui ait proposé ça en premier, il ne s'agit pas d'une technologie qui nous vient d'AMD. La Teslation en 3D, c'est une méthode qui permet d'afficher beaucoup plus de triangles sur nos polygones et d'avoir des surfaces bien plus détaillées. En pratique, ça permet par exemple d'avoir des arrondis qui sont beaucoup plus ronds, des surfaces planes qui voient apparaître des détails en 3D et notamment la gestion pour les tissus qui est bien plus intéressant étant donné qu'on peut ajouter beaucoup plus de triangles. Bref, de vous en parler comme ça c'est intéressant, mais le mieux c'est que je vous montre ça par l'image. On commence avec cet exemple qu'on retrouve un petit peu partout quand on parle de Teslation et là où il faut faire attention c'est le contour de l'oreille et le col de la chemise du personnage. Ça illustre parfaitement l'exemple que je vous donnais au niveau des arrondis qui sont beaucoup plus détaillés. C'est-à-dire que sans la Teslation, on n'a pas vraiment d'arrondi. Il s'agit de lignes droites qui sont faites de manière à avoir vaguement un arrondi, mais il s'agit quand même de lignes droites. Alors qu'avec la Teslation, c'est un petit peu comme si on améliorait la définition, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de petites lignes droites, ce qui fait qu'on a un bien meilleur arrondi. Le deuxième exemple que je donnais, c'était les tissus. Ça donne des tissus qui sont bien plus détaillés, ça permet des animations bien plus réalistes. Et le dernier exemple que je citais, c'est le fait de transformer des surfaces lisses en surfaces en relief. C'est peut-être l'application de la Teslation qui est la plus impressionnante. Ce que je vous montre là, c'est le benchmark Unigine Even. La Teslation dans les jeux est quand même plus discrète en général, mais c'est pour montrer le plein potentiel de cette technologie. Et dans ce benchmark, le plus impressionnant, je trouve, c'est le passage du dragon. On passe d'un dragon qui est très peu détaillé, assez peu intéressant, et quand on active la Teslation, on a vraiment un dragon qui est impressionnant de détails. Mais il y a d'autres exemples intéressants. Par exemple, la roue de pavé, elle est vraiment impressionnante une fois que la Teslation est activée. On a beaucoup plus de détails, vraiment c'est surprenant. Et maintenant regardez pour illustrer le grand nombre de triangles que l'on a avec la Teslation. À gauche on a les triangles sans la Teslation et à droite avec la Teslation. On se rend compte de la multitude de triangles que l'on a en plus grâce à la Teslation. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment impressionnant. Vous avez pu le voir avec les exemples, la Teslation c'est vraiment quelque chose qui a apporté un niveau de détail énorme pour faire de la 3D dans nos jeux vidéo par exemple. À l'heure où beaucoup de gens s'extasient devant le ray tracing, je trouve que la Teslation était une avancée bien plus intéressante que ce qu'a pu être le ray tracing à l'heure actuelle. Et voilà, on repasse à l'horizontale et je voulais vous remercier parce qu'on a passé les 2500 abonnés sur la chaîne. On a très vite passé de 2000 à 2500, j'ai même pas eu le temps de vraiment vous remercier pour les 2000. Donc maintenant je le fais, vraiment merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, j'y mets le lien vers les réseaux sociaux ainsi que le Discord, c'est intéressant, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.